les personnes qui ont le plus de self-control, c'est celles qui arrivent au mieux à adapter leur environnement justement pour éviter les distractions. Donc c'est pas un truc qu'on a de naissance, on a plein de volonté ou pas, c'est un truc qu'on travaille quoi. Le numérique fait partie de notre quotidien. Mais il est aussi entré dans nos habitudes, parfois de façon utile et logique, comme lorsque c'est notre outil de travail. Mais il y a d'autres habitudes pour lesquelles on se demande comment on en est arrivé là. Scroll compulsif, affalé sur le canapé en rentrant du travail, binge-watching qui nous ampute de précieuses heures de sommeil, petit passage aux toilettes qui se transforme en session réseaux sociaux de 20 minutes à chaque fois. Consultation de ses mails toutes les 6 minutes 47, avec toujours le même bilan, pas de nouveaux mails. Grâce à Marguerite, fondatrice de DigiBloom et notre experte du jour, dans cet épisode, vous pourrez comprendre ce qu'est une habitude, comment elle se forme et pourquoi celles liées au numérique sont si fortes, si difficiles à contrôler et s'insinuent si facilement dans nos quotidiens. Marguerite nous livre également ses conseils pour délaisser ces mauvaises habitudes numériques et en adopter de nouvelles, plus saines pour nous. C'est un épisode plein de super conseils. Je vous laisse maintenant retrouver notre échange avec Marguerite. Bonne écoute! Bonjour Marguerite, je suis ravie de t'avoir pour le podcast aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais à DigiBloom et quelle est ta spécialité en rapport avec l'hyperconnexion? J'ai grandi dans les années 90, donc je suis vraiment à la frontière entre les millennials et les Gen Z, un peu plus millennials quand même. Et les réseaux sociaux, déjà, ça m'a beaucoup aidé dans ma construction identitaire, etc. Et donc, j'ai un petit peu usé et abusé des écrans, comme beaucoup de personnes de ma génération. Et tout ça, ça m'a amené en fait à l'idée de créer ma propre entreprise, donc que j'ai fondée à Berlin il y a 2 ans, qui s'appelle DigiBloom. Et mon objectif, c'est d'accompagner soit des entrepreneurs, soit des personnes qui sont en télétravail à adopter des habitudes numériques qui sont plus saines pour elles. Ce que j'entends par là, c'est de réussir à continuer à s'épanouir grâce aux opportunités du numérique, tout en essayant de se préserver des effets plus négatifs sur notre bien-être, donc sur la santé, sur le sommeil, le stress, la fatigue, toutes ces choses-là. Et voilà, je suis vraiment dans une démarche plus vivre avec les écrans plus que digital detox ou se couper des écrans. Ouais, mais d'ailleurs, c'est pour ça que quand on a découvert les initiatives l'une de l'autre, ça a tout de suite matché parce qu'on a la même vision de pas diaboliser. Et en effet, en ayant grandi aussi dans les années 90, on voit bien que ça peut nous apporter énormément de choses et donc on veut pas s'en couper complètement. Et donc, tu as évoqué les habitudes numériques, ça va être le sujet de cet épisode, de ce podcast. Effectivement, on a décidé ensemble de se concentrer là-dessus parce que les habitudes, il y a beaucoup à dire, et notamment, il y a peut-être eu des gens cette année, en janvier, qui ont pris la bonne résolution de changer leurs habitudes numériques pour moins se connecter, pour peut-être le faire de façon moins compulsive, et qui se sont heurtés à se rendre compte que c'était un peu plus compliqué que ça en avait l'air. Et donc, aujourd'hui, c'est de ça dont on veut parler ensemble. Toi, tu coaches des personnes et donc j'imagine que c'est le cœur de ce que tu fais que de revoir les habitudes et construire de nouvelles habitudes et en casser d'autres. Donc je voulais savoir déjà pour commencer, pourquoi est-ce que les écrans et les services numériques d'une manière générale nous créent des automatismes et des habitudes aussi difficiles à casser, à contrer? Ouais, je pense que ce qui est important déjà, c'est de comprendre c'est quoi une habitude. En fait, une habitude, ça va être une action qui, à force d'être répétée, va devenir un automatisme. Donc, typiquement, quand tu commences à conduire, par exemple, au début, tu vas vraiment surintellectualiser tous les moindres gestes que tu vas faire, etc. Et puis, au bout d'un moment, ça va devenir naturel et tu vas ne plus y penser. Et en fait, il y a à peu près 40% des actions qu'on fait qui sont des habitudes qu'on fait de façon routinière, qui sont un peu en mode pilote automatique. Donc ça a été vu dans une étude de 2006 je crois que c'était Wood et Verplanken. Et en fait, c'est pas une mauvaise chose. Pour notre cerveau, c'est un moyen d'économiser de l'énergie parce que le cerveau, c'est un organe qui nécessite énormément d'énergie. Donc, il est un peu flemmard. Dès qu'il voit qu'il y a un truc qu'on refait tout le temps, il va le garder en mémoire, quoi. Donc, quand tu comprends ça, tu comprends l'intérêt du coup des grandes plateformes du numérique, des réseaux sociaux à créer des habitudes comportementales chez nous en nous faisant répéter des choses plusieurs fois tous les jours jusqu'à ce que ça devienne une habitude. Et je ne sais pas si tu as lu le livre Hooked.
Non, il est sur ma to-do depuis longtemps parce qu'il a l'air vraiment génial. Mais ouais, si tu peux nous en dire plus sur ce qu'il apporte. Donc en fait, Nireyal, c'est un personnage assez particulier, je dirais, parce que c'est à la fois un petit peu un spécialiste des sciences du comportement, justement, vis-à-vis du numérique, et à la fois, c'est un très gros entrepreneur américain qui consulte plein d'entreprises, des GAFAM. Et dans son livre, en fait, il explique comment créer des habitudes comportementales chez les utilisateurs. Et il dit que le succès des grandes entreprises qui ont réussi aujourd'hui, c'est celles qui ont réussi à faire venir les gens sur leurs apps sans même qu'on ait besoin d'y réfléchir. Genre, ils ont même plus besoin de faire de la publicité, on y va par nous-mêmes. Donc typiquement, tu t'ennuies, réflexe, tu vas sur Instagram, tu vois. C'est Et au-delà de se dire j'ai envie d'aller sur Instagram, tiens, aujourd'hui, de toute façon, c'est un réflexe, c'est une habitude, j'y vais tous les ouais, jours, je me pose pas la ouais. question. Donc en fait, au début, quand tu commences à utiliser la plateforme, ils vont juste vraiment t'inciter à y retourner de façon très active tous les jours en t'envoyant des notifs, en te demandant de compléter ta bio, par exemple, en écrivant un statut, tu sais, le fameux What's on your mind today de Facebook. Et du coup, bah, vu que tu as écrit ça, tu as envie de revenir pour voir ce que les gens ont répondu. Et ça te met dans cette boucle avec des récompenses en plus à chaque fois que tu vas revenir. Donc, soit des likes, soit un petit commentaire, ce genre de choses-là. Donc, il y a à la fois ce côté nous faire revenir tous les jours et à la fois nous rendre co-constructeurs en quelque sorte de notre plateforme. Ça, c'est ce qu'on appelle un peu l'effet Ikea. Plus tu participes à la construction de quelque chose, plus tu lui accordes de la valeur et plus ça va être difficile de la quitter, quoi. Tout à fait, ouais. J'apporte ma petite touche design en plus, mais il y a tout ce qui est dark pattern. En fait, ça, on pourrait pas tous les citer, même si on le voulait, mais effectivement, ça joue sur l'approbation sociale pour nous faire revenir tous les jours aussi, comme tu disais, avec les likes, le fait de savoir est-ce que ça a marché ou pas mon post, est-ce que je suis validée par les autres, etc. Je pense aussi à la récompense aléatoire. Ça, tu dois aussi voir avec la dopamine qui peut arriver de manière aléatoire. On ne sait pas quel contenu on va y trouver et ça rend la plateforme encore plus attrayante et encore plus saillante que si on savait exactement ce qu'on allait y trouver. Et donc, c'est toutes ces choses-là qui font que ces habitudes s'ancrent super facilement, j'imagine, bien plus que l'habitude d'aller au sport 3 fois par semaine ou que des habitudes qui nous demandent plus d'efforts. Donc déjà, on voit effectivement comment on tombe dans cette habitude à la base et aussi un peu pourquoi est-ce que c'est des habitudes qui restent ancrées. Une habitude, c'est vraiment une boucle en fait. C'est quelque chose qui a été étudié dans les années 90 par des chercheurs du MIT, surtout sur des primates à la base. Ce qu'ils avaient remarqué, c'est qu'il y avait 4 étapes un petit peu dans une habitude. Il y avait la partie où tu avais ce signal, le fameux trigger, qui va déclencher l'habitude. Ensuite, bah, tu avais l'envie, ce qu'on appelle le craving en anglais. C'est un petit peu l'anticipation de la récompense, tu vois. Et après, bah, tu as la routine, donc faire ton action, et ensuite une récompense qui va renforcer la boucle d'habitude. Donc typiquement, par exemple, si tu te balades dans la rue, tu vois une boulangerie, tu vois un joli croissant dans la vitrine et tu sens la bonne odeur, bah déjà tu vas avoir le signal et puis l'envie qui va se déclencher avec l'odeur. Et donc tu vas rentrer dans le magasin, tu vas payer et puis tu vas mordre dans ton croissant et tu auras la récompense. La prochaine fois que tu passeras, peut-être que tu reprendras un croissant parce que tu repenseras à cette fois où c'était génial. Donc ça marche un petit peu pareil avec le numérique. Ouais. Ouais, effectivement. Donc là, on voit pourquoi est-ce que c'est si difficile de résister à ces Ouais. habitudes. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a d'autres obstacles au fait de changer nos comportements? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui te viennent en tête qui font que ce serait si difficile de changer ses habitudes? Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais le problème peut-être aujourd'hui, c'est qu'on nous vend surtout des solutions digital detox, en mode, tu vois, tu te coupes pendant un moment de tes technologies et t'espères qu'après ça ira mieux, tu vois. Mais malheureusement, ça marche pas très bien. C'est un peu comme les régimes, en fait. Tu sais, c'est genre, c'est pas en te privant pendant un mois que tu vas apprendre à bien manger ou manger de façon équilibrée. Parce qu'en fait, vraiment, en sciences du comportement, on voit que pour annuler une habitude, il faut la remplacer par autre chose. Puisqu'en fait, toutes nos habitudes, c'est des connexions neuronales qui se sont faites dans notre cerveau. Et plus on va faire une action, plus la connexion neuronale va se renforcer. Ça va devenir une route, une autoroute presque. Et les autres habitudes qu'on avait vont devenir moins importantes. Ça va devenir des petits chemins de campagne, quoi, en quelque sorte. Et Hmm. donc,
le gros défi déjà, je dirais, c'est de comprendre qu'il faut remplacer par autre chose. Donc, Ouais, déjà, c'est un sacré déclic parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir juste supprimer quelque chose de nos habitudes alors que c'est important de le remplacer. Et du coup, c'est remplacé par quelque chose, une nouvelle habitude plus saine. C'est ça que tu proposes en général dans tes coachings? effectivement, donc ça sera de demander à la personne, enfin, si une personne vient et me dit: «J'ai envie de passer moins de temps pour les écrans sur les Mhm. écrans», mais déjà, bah, pourquoi en fait? Qu'est-ce que tu as envie de faire à la place? Parce que derrière, il y a souvent une motivation ou des regrets. Mhm. Du coup, comprendre un petit peu ça et de se faire un petit peu un menu, tu vois, de choses que tu pourrais, faire à la place, au moment où ça vient. Donc souvent essayer de trouver des activités de remplacement qui donnent envie quand même, puisque la personne me dit, bon, je vais arrêter les réseaux sociaux et à la place, je vais lire ou je vais réviser mes mathématiques. Enfin, je sais pas, n'importe quoi, tu vois. Enfin, Mhm. là, tu vois, je sens déjà le truc qui va pas vraiment marcher. Il faut un autre truc qui donne vraiment envie, tu vois. Ouais. Donc, par exemple, si c'est une personne qui adore la musique, je lui propose, tu vois, de se faire sa playlist de musique qu'elle aime trop sur Spotify et puis de danser pendant 10 minutes, tu vois, genre des trucs un peu comme ça, quoi. Ouais, effectivement, ça va être difficile de remplacer un truc aussi séduisant que les réseaux sociaux par, par une activité Ouais, très terre à terre. Je vois complètement. ouais. C'est vrai qu'on a tendance à se dire ça aussi, le temps sur des écrans, c'est des temps perdus où je pourrais faire autre chose, ce qui est vrai, mais pas forcément autre chose pour être hyper productif. L'idée, Ouais. c'est de se faire du bien aussi autrement hors des écrans, en profitant d'autres passions, d'autres choses qui nous font plaisir, Mmh. qui nous font du bien, ouais, complètement. Bah, si tu veux, j'ai un exemple, que j'ai rencontré en coaching avec, une personne, en fait, qui avait tendance à procrastiner sur son travail en début d'après-midi, tu vois? Un rédacteur web et il disait: «Bah, je me retrouvais tout le temps à scroller pendant 30 minutes sur, LinkedIn», tu vois? Genre juste après le déjeuner et cetera et je lui demandais: «Mais enfin, pourquoi pourquoi tu scrolles et cetera?» Il fait: «Ah bah, parce que je suis fatigué, j'ai besoin d'une pause et cetera». Il me disait: «Bah, moi, en fait, je suis fatigué et ma pause, c'est d'aller sur LinkedIn parce que j'ai quand même l'impression de faire un truc productif». Parce que LinkedIn, c'est un peu le piège, c'est professionnel à la fois, donc c'est bien fait ça. En fait, je lui avais demandé: «Mais, tu pas envie d'une sieste, tu vois? Ou genre de te reposer pour de vrai?» Il fait: «Ah mais si, mais c'est pas productif», tu vois? Et du coup, je fais: «Mais enfin, c'est pas productif de se reposer, en fait, parce que en soi, ça te permet de reprendre de l'énergie», tu vois? Des fois, il y a des trucs un petit peu comme ça auxquels on pense pas et Ah non, complètement, c'est marrant, tu vois? Parce qu'en le disant, je t'ai entendu le dire, je me suis dit: «Bah, il devrait faire une sieste» et en même temps, c'est sûr que n'importe qui est face à son propre comportement n'aura pas ce réflexe de prendre ce recul, de se dire, ouais, «Il faudrait que je fasse une sieste de ce temps». Mais c'est ouais, vrai que du coup, poser la question de: «OK, pourquoi je me connecte? À ce moment-là, qu'est-ce que je cherche et quelle activité ouais, potentiellement hors des écrans, si les écrans ne m'apportent pas satisfaction à ce moment-là, ouais. pourrait mieux convenir, en fait?» Bah, ce que j'observe vraiment depuis, le début de ma pratique, c'est que souvent les gens, quand je leur fais observer un petit peu c'est quoi les moments où ils vont aller sur les écrans, il y a toujours ce moment, bah, fatigue en fait. Fin de journée, après le déjeuner, début du matin si tu as du mal à te lever, que tu es pas du matin. Donc en fait, le plus gros obstacle, à mon avis, vraiment sur ces changements de comportement, bah, c'est la fatigue. Parce que tu l'avais dit dans ton dernier épisode, justement sur les réseaux sociaux, quand on est fatigué, notre cerveau va vraiment se mettre en mode économie d'énergie. Toutes les fonctions exécutives, du cerveau qui sont en charge, du contrôle de soi et cetera vont être, un peu moins performantes et du coup, bah, on va être plus vulnérable face aux distractions à ces moments-là, quoi. Donc le gros enjeu, c'est de se reposer si on a envie de changer ses habitudes, de bien dormir et c'est ça qui va faire qu'on va tenir sur le temps, en fait, parce que c'est ça l'enjeu, quoi. OK. Donc tu nous as déjà donné deux gros leviers pour changer, ses habitudes. Le premier, c'est donc essayer de remplacer par Ouais. autre chose et le deuxième, être bien reposé et cetera parce que sinon on sait Dormir. qu'on est plus vulnérable. Ouais. Bien dormir. OK. Est-ce que tu en as Ouais. d'autres à nous proposer, des leviers, pour changer ses habitudes, des astuces ou des fonctionnements? Par rapport à ce qu'on me disait, là, c'est vraiment l'idée déjà de conscientiser, Ouais. vraiment à quel moment de la journée ça arrive. Du coup, moi, ce que je propose souvent aux gens, c'est de faire un petit exercice de journaling, tu vois? Genre Mmh. sur, 3 jours ou une semaine. Où en fait, à chaque fois que tu remarques, par exemple, que tu vas, je sais pas, procrastiner, sur, des sites de news ou des choses comme ça, te demander, bah, pourquoi c'est arrivé à ce moment-là?
qu'est-ce que j'espérais en faisant ça et comment je me suis sentie après, quoi. En anglais, je sais qu'ils aiment bien utiliser le why here, why now and what else. Ok. Et du coup, tu fais cet exercice pendant 3 jours et c'est super relou, mais tu notes dans un carnet. Tac, j'ai fait ça à ce moment de la journée, il était telle heure, j'étais ici, j'avais envie de ça, tu vois. Puis au bout de quelques jours, tu as un peu un schéma, un pattern qui peut ressortir, ou pas d'ailleurs, hein, mais voilà, ça peut être un bon exercice à faire pour commencer. Et une fois que tu as identifié ça, bah, tu as une vision plus claire en fait de quels sont tes triggers, qu'est-ce qui va te déclencher ou te pousser à y aller, ouais. Et à ce moment-là, bah, tu peux en fait développer une stratégie pour aménager ton environnement pour éviter ces triggers. Donc en fait, la grosse erreur qu'on pourrait faire, c'est de se dire bah, je suis super motivée et donc j'ai pas besoin d'aménager mon environnement, etc. Alors que en recherche, on voit aussi que les personnes qui ont le plus de self-control, c'est celles qui arrivent au mieux à adapter leur environnement justement pour éviter les distractions. Donc c'est pas un truc qu'on a de naissance, on est super, on a plein de volonté ou pas, c'est un truc qu'on travaille, quoi. Ouais, adapter, ouais, comme tu dis, tout son environnement, toutes ses conditions de vie pour avoir le moins de tentations possible, quoi. Parce que effectivement, on en a déjà parlé plusieurs fois dans le podcast, mais c'est bon de le rappeler. Ces outils, comme tu le disais avec Hooked au début, mais tous ces outils sont tellement bien pensés que ils sont faits pour complètement annihiler notre volonté. Et donc, le simple fait de se dire ah, j'arrête cette habitude, déjà qu'on sait que ces habitudes sont très ancrées dans notre cerveau, comme tu le disais, parce que bah, c'est le fonctionnement. Plus tu refais quelque chose, plus tu as une autoroute pour faciliter son accès. Donc déjà, ça, c'est un premier point. Et ensuite, les applications vont faire toute la résistance possible pour pas qu'on sorte de ces tunnels d'action et vont faire en sorte que ce soit un piège le plus efficace possible. Donc effectivement, adapter son environnement, se reposer, encore une fois, et trouver des choses qui nous tentent et qui soient séduisantes à côté, parce que sinon, voilà. Je fais que répéter ce que tu as dit, hein, mais ça Non, mais synthétise. c'est bien, ça montre. Parce que effectivement, c'est des bons savoirs qu'on a envie de mettre en place, et donc faire le point, ça nous permet d'avancer là-dessus. Ce côté-là, environnement, c'est un petit peu, tu vois, comme si tu as une tendance à manger un peu trop de chocolat, tu vois. La solution la plus facile, des fois, c'est juste de ne pas avoir de chocolat à la maison. Parce que si à chaque fois qu'on ouvre le placard et qu'il est là, bah, au bout d'un moment, on va finir par craquer. Parce qu'en fait, exercer sa volonté, ça prend de l'énergie, mine de rien. Et au fur et à mesure de la journée, on en a de moins en moins. Et du coup, si chaque fois on est confronté à ces tentation, bah, ça nous épuise aussi, en fait. Et c'est pour ça aussi, je pense qu'il y a pas mal de gens, en fait, qui, quand ils se fixent des bonnes résolutions au début de l'année, vers la fin du mois de janvier, en général, bah, on n'a pas beaucoup d'énergie, on a eu un mois très stressant, et ça va faire qu'on va retomber dans nos travers, quoi. Parce que notre cerveau, il veut juste s'économiser de l'énergie en faisant des trucs automatiques qu'il connaît bien, en fait. Oui, c'est ça aussi, c'est que les habitudes, c'est vraiment le mode économie d'énergie, comme on disait, c'est le mode facile, on se pose pas de questions, ça demande pas trop de volonté, etc. Et effectivement, c'est le piège, quoi. Mais contrairement au chocolat, c'est plus difficile d'avoir aucun écran chez soi. Comment tu conseilles de faire ça pour les éloigner? Ou au moins peut-être supprimer les applications qui nous rendent le plus addicts. Le téléphone en soi est moins addictif que ce qu'il peut contenir. Bah, c'est vrai que c'est difficile quand on est dans un environnement et une société où tout se fait sur le numérique. Du coup, là, c'est vraiment des stratégies pour bloquer les distractions. Si c'est sur écran directement, bah, tu sais, tu as toutes les apps de blocking qui sont assez efficaces, ou alors travailler bah, sans Wi-Fi, si tu le peux, de temps en temps. Après, quand tu travailles, je dirais vraiment dans la journée, tu vois, juste si tu as besoin d'être focus pendant un moment, pendant 2 heures, tu prends ton téléphone, tu le mets soit dans une autre pièce ou tu le caches derrière ton écran. Genre, moi, c'est un truc qui marche bien pour moi, je l'ai pas dans ma vue et j'y pense pas. Mais sinon aussi, anticiper les distractions que tu pourrais avoir, tu vois, pour te préparer bien au moment où tu vas commencer à travailler, genre avoir ta tasse de café, une feuille si tu as besoin de prendre des notes, etc. Parce que des fois, on a tendance à se lever en plein milieu pour aller voir à droite, à gauche. Voilà, se fixer la mini to-do list des 2 prochaines heures, tu vois, un peu en mode Pomodoro, et avancer sur ton travail. Tu vois, c'est aussi un exercice que mes coachés n'aiment pas du tout faire, mais que je leur demande souvent, c'est, bah, en fait, si vous êtes confronté à votre distraction, qu'est-ce que vous allez faire? Genre, si vous deviez vous auto-saboter, en quelque sorte, comment vous vous y prendriez, et pour qu'ils soient obligés de trouver une solution A ou B s'ils étaient confrontés au problème, quoi.
Ok, d'anticiper le fait de faiblir et de trouver une parade. Ok. Ouais, c'est pas agréable à trouver parce qu'on est en mode hyper motivé, en mode ah mais non mais ça va jamais m'arriver, puis au final Ouais, malheureusement, ça arrive bien plus vite que qu'on ne le voudrait et on commence à négocier avec soi-même en disant non mais hmm. là c'est juste une petite pause. Hmm. Oui, Ouais, oui, je connais ça aussi. Ok, donc effectivement, ouais, préparer une parade, c'est une bonne idée. Comme ça, au moins, on a les armes quand on n'a plus la force de réfléchir à trouver les armes sur le moment c'est et ça. quand ça devient trop tentant. Puis tu sais, t'as le groupe des fois qui peut t'impacter vers des mauvaises habitudes, mais tu peux te mettre dans des petites communautés pour te responsabiliser. Je pense notamment à toutes les actions, tu vois, style Dry January, où quand tu sais que tu es avec plusieurs personnes, c'est beaucoup plus motivant et de rester dans ce mood, etc. Donc, pourquoi pas faire des défis déconnexion avec tes potes, comme tu proposes notamment pour les dimanches déconnectés, tu vois, quand tu sais que t'es pas le seul à le faire, c'est beaucoup plus motivant, je trouve. Carrément. Bah, ouais, c'est un peu ça aussi l'idée derrière les dimanches déconnectés. Si à un moment ça peut prendre un peu d'ampleur et puis créer un petit mouvement communautaire, tu vois, où on sait, on en parle avec ses collègues autour de la machine à café en disant ah tu fais dimanche déconnecté ce week-end, etc. Pour créer un petit mouvement un peu sympa. Et puis d'une manière générale, ouais, d'encourager les proches autour de soi à le faire aussi, voire même à se retrouver pour le dimanche déconnecté pour faire une journée jeu de société, puzzle ou je ne sais quoi. Ça peut être vraiment chouette. Et donc effectivement, bon moyen de rester motivé pour changer ses habitudes. Tout comme c'est beaucoup plus simple aussi de se mettre au sport si on décide d'y aller une fois par semaine avec un ami, voilà. Peut-être le seul truc peut-être à rappeler, mais que tu rappelles très souvent dans ton podcast aussi, c'est le fait de pas être obsédé par le temps d'écran en fait, et vraiment Mmh. te concentrer sur les activités et ce que t'en retires au final. Tu vois, est-ce que si t'as passé tes 2 heures à regarder Netflix, observer bah, comment tu te sens après, est-ce que t'es content et reposé ou est-ce que tu te sens coupable et Ouais. tu te sens pas bien, et ça peut être un signe aussi pour t'indiquer si t'es dans la bonne voie ou pas par rapport à ce que tu souhaites. Ouais, complètement. Savoir ce qu'il y a des bonnes et des mauvaises habitudes et que toutes sont pas à mettre au Mmh. même plan et que c'est pas forcément juste réduire le temps Mmh. d'écran, mais réduire le temps d'écran qui ne nous convient pas ou qui est automatique mais pas satisfaisant, etc. Ouais. Carrément. Toujours bon à rappeler. Bah, du coup, comme tu dis, il y a des bonnes et des mauvaises habitudes, mais elles vont dépendre au final de chacun et du moment dans le temps, hein. Enfin, par exemple, en hiver, on n'a pas du tout les mêmes habitudes qu'en été en fonction de notre sociabilité et tout. Pour te donner des exemples, moi, pour le moment, j'ai eu pas mal d'entrepreneurs plutôt, Ouais. pour qui le fait, tu vois, de procrastiner sur les réseaux sociaux ou de se prendre dans des spirales de scroll, ça les empêchait en fait d'avancer vraiment sur leur travail, et du coup, c'est pour ça qu'ils venaient me voir. Mmh. J'avais une graphiste, notamment, qui me disait justement que quand elle rentrait du travail, elle avait du mal à déconnecter parce que, bah, elle se mettait, tu vois, sur le canapé en rentrant et elle tombait dans la spirale de scroll, quoi, le truc qui arrive quand tu es fatigué. Ouais. Et pour elle, ça a été d'associer le fait de rentrer à la maison et de poser son téléphone sur la table d'entrée et de le mettre à charger ici. Donc OK. pour elle, ça a marché et puis elle s'est planifié un autre truc. Elle est allée à la bibliothèque, elle a loué plein de BD qui lui donnaient trop envie. Elle les a mis bien sur sa table, sur le salon, et ça, tu vois, pour le coup, ça l'a aidé. Et le côté, tu vois, un petit peu FOMO pour voir s'il y a des messages ou pas, elle s'est autorisée à aller à l'entrée, genre toutes les heures, mais elle OK. devait rester debout, tu vois, pour regarder ses messages. Donc c'est jamais moi qui leur dis ce qu'ils doivent faire, c'est eux-mêmes qui le trouvent, hein. Donc tu vois, c'est un peu pour voir comment les gens peuvent être un peu créatifs. C'est génial cet exemple parce que là, pour le Ouais. coup, ça illustre hyper bien tout ce qu'on a dit. À la fois, elle a adapté son environnement pour que ça devienne moins confortable Mmh. d'aller dans cette vieille habitude, juste en changeant un tout petit levier finalement. Ouais. C'est-à-dire, quand je rentre, je le laisse à l'entrée au lieu d'aller sur le canapé avec. Et en fait, juste ça, ça te fait remettre en Mmh. question tes automatismes. Et en plus, on a la BD pour contrer, Mmh. pour avoir une Ouais. alternative qui soit agréable. Ah, je trouve que cet exemple est super parlant et montre que c'est pas si compliqué quand tu mets les bonnes stratégies en place Mmh. finalement. Ouais. Il y en a une autre aussi, qui était dans le domaine du coaching et qui, elle, avait associé un autre moment au fait d'arrêter les réseaux. C'était,
une fois que j'ai pris ma douche, voilà, je déconnecte, tu vois. C'était genre, t'as un moment qui marque, en fait, la fin de journée, quoi, en fait. Ok. Et c'est pas mise à prendre sa douche à 2h du matin, ça va? Je sais pas. Faudrait que je lui demande, ouais. Mais oui, c'est intéressant, effectivement. Et puis, du coup, chacun trouve ses stratégies en fonction de ce qui fonctionne pour lui. Mais c'est des super exemples pour s'inspirer, en tout cas. Trop bien. Bah, je pense que c'est des trucs auxquels on peut tous se relier par rapport au télétravail. Et dernièrement, en fait, tu vois, quand tu rentrais du travail, tu avais souvent ce trajet, une zone tampon un petit peu pendant 30 minutes où soit tu prenais les transports, soit tu étais à vélo, etc. Ouais. Et pendant la période du Covid, etc., c'est des choses qu'on n'a pas trop eues. Et en fait, le fait de remettre ces 30 minutes, tu vois, entre le début et la fin de ta journée, ça peut aider, je trouve, à déconnecter un petit peu du travail, en tout cas. Et c'est vrai que les problématiques de télétravail, c'est aussi très fort parce que tu as des habitudes qui sont carrément chez toi. Tu peux plus autant laisser ça dans un environnement extérieur, etc. Et tout se floute un peu, et donc les habitudes aussi. Donc c'est très intéressant de voir ça. Et en même temps, il y a des habitudes, tu vois, que je trouve étonnantes. Là, c'est ce que tu me dis qui me fait penser à ça. Mais moi, souvent, justement, quand je suis à l'extérieur et que je vais rentrer chez moi, que je suis dans mon trajet dans mes 30 minutes, je me dis, bon, en rentrant, je me fais à manger, je fais la vaisselle qui est en retard, nanana. Et puis, à partir du moment où je passe le seuil de ma porte, toutes les tentations me reviennent instantanément, et j'ai plus qu'envie d'aller binge-watcher quelque chose. Et donc, je me dis, là, en t'écoutant, qu'il va falloir que je trouve une stratégie pour laisser mon téléphone à l'entrée ou quelque chose comme ça, pour avoir le choix de continuer dans cette bonne lancée que j'ai quand je suis à l'extérieur de cet environnement où j'ai toutes mes habitudes qui me reviennent en pleine tête. Et c'est vrai que du coup, là, t'écouter, ça me fait identifier un peu ce pattern. Enfin, j'avais déjà remarqué que ça me faisait ça, mais je comprends un peu mieux pourquoi ça me fait ça, et le fait que mes habitudes sont autant ancrées à mon environnement, etc. Super intéressant. Je pense qu'il y a aussi le fait que les transitions, ça demande de l'énergie aussi à notre cerveau, tu vois, de passer de l'état je scrolle à l'état je me lève pour aller faire la vaisselle, tu vois. Ouais. C'est pas évident. Bon, moi, ma stratégie, tu vois, je sais pas si ça marcherait avec d'autres, c'est genre, quand tu rentres, tu t'arrêtes pas, tu vois, genre, je sais pas, moi, je me mets de la musique ou un podcast et je commence à faire la vaisselle, tu vois, et après, quand j'ai fini, je suis tranquille. Parce que je sais que si je m'allonge, je vais pas pouvoir me relever, tu vois. J'y arrive pas tout le temps, hein, mais bon, dans l'idéal, ça serait bien de faire ça. Ouais. Tu vois, encore une fois, une question de prendre l'habitude les habitudes sont partout dans nos quotidiens de toute façon, hein, on s'en rend compte, mais prendre l'habitude de ne pas se poser tout de suite, c'est déjà un moyen de contrer ça, et le faire le plus régulièrement possible. Après, une habitude va pas se casser parce qu'une fois on s'autorise un écart. L'idée, c'est juste que ce soit un schéma régulier qui deviendra de plus en plus facile en plus. Ce sera dur les 20 premiers jours de le faire, et puis plus ça va aller et plus ce sera logique pour notre cerveau que de continuer son activité et de pouvoir se poser plus tard, quoi. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont très perfectionnistes dès qu'ils veulent mettre en place une habitude, et puis des fois ils arrivent, ils sont un peu déçus en mode il y a 4 jours cette semaine où je l'ai pas fait, mais tu dis t'es parti de 0 et maintenant tu l'as fait 3 jours, donc voilà, il y a progrès, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est un piège d'être trop perfectionniste là-dessus, alors qu'en fait petit à petit, quoi, on construit les nouveautés. Et c'est génial. Je pense qu'il y a plein de leviers super intéressants pour bien comprendre ce qu'est une habitude et comment contrer une habitude avec les écrans, avec le numérique, etc. On a parlé du fait qu'on pouvait, nous, mieux se contrôler à l'échelle individuelle, mais on pourrait évoquer le fait aussi qu'il y a sans doute un marché à réguler et une action politique ou même d'éducation plus générale. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça, toi? Qu'est-ce que tu penses? Alors, ma réponse va paraître un peu contre-intuitive vu le métier que je fais, mais en fait, vu que voilà, sur le plan du coaching, des ateliers que je propose, c'est plutôt des changements sur le plan individuel que je propose. Mais au fond, je suis quand même convaincue que c'est sur plutôt le plan du marché qu'il faut passer. C'est peut-être mon passé de Sciences Po, parce que j'ai étudié en sciences politiques. Et en fait, on a des entreprises qui ont vraiment embauché des spécialistes en sciences du comportement, qui ont observé des habitudes de millions d'utilisateurs pour savoir c'est quoi la prochaine vidéo à te montrer pour que tu restes plus longtemps sur la plateforme. Donc face à ça, au final, tout seul, c'est pas facile de se battre
contre ça. Donc, bien sûr, tu peux faire un peu d'autodéfense numérique, tu vois, un petit peu comme voilà, de connaître ton cerveau, connaître comment ces plateformes fonctionnent, en faisant de l'éducation aux médias, etc. Mais au fond, il faut aussi passer par la régulation, je pense. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup aux États-Unis en ce moment. Je sais pas si tu as vu passer, il y a beaucoup d'États qui ont porté plainte contre Facebook. Dans l'objectif surtout par rapport aux effets sur la santé des enfants, en fait. Ouais. Ouais. Ça alarme souvent plus sur les enfants et les adolescents parce que ils sont en pleine construction et que il y a ce côté protecteur, mais effectivement c'est aussi vrai pour les adultes. Il y a plein de régulations qui seraient nécessaires. Et donc Tristan Harris là qui porte aussi ces actions là, donc qui est un ex de chez Google et qui s'est complètement été alarmé par le côté éthique qui était très limité chez Google et a donc créé cette association pour alarmer, expliquer un petit peu ce qui se passait, tous ces fonctionnements effectivement de ces entreprises qui embauchent des experts pour nous faire prendre ces mauvaises habitudes. Et donc du coup effectivement il y a besoin d'une régulation politique. Je suis complètement d'accord avec toi. D'abord d'une régulation politique dans l'idéal, puis en soutien une éducation au numérique, aux médias, etc., comment les utiliser. Et enfin, de toute façon, tant que tout ça n'est pas mis en place, on est obligé d'avoir des actions individuelles. Et ton coaching, et heureusement qu'il est là aussi. Et c'est pas un hasard, c'est qu'il y a des besoins. Donc voilà, c'est vrai que il y a toutes ces échelles, mais que effectivement, continuer à aller dans ce sens politique. Il y a des actions, hein, même en Europe, bon, un peu moins sur mais on commence à y voir émerger. En fait, il y a tellement des extrémités qui sont folles avec TikTok, etc., que mine de rien, les gouvernements sont en train de se préoccuper de cette question. Bah, complètement. Ouais, bah, tu vois, tout ce qu'on a pu avoir aux États-Unis aussi avec la lanceur d'alerte pour Facebook, France Hogan, il me semble qu'elle s'appelait. Et Facebook, en fait, a vraiment été secoué par toutes ces accusations, même s'il n'y a pas forcément de suite pénale. Ça les incite à eux-mêmes s'autoréguler. Ouais. Donc on a vu par exemple, je crois que c'est TikTok qui a mis en place un contrôle parental ou au bout de 30 minutes, ils t'envoient des notifs pour dire voilà, t'as passé tant de temps sur les écrans, etc. C'est pas parfait, mais ça les oblige un petit peu à se bouger, tu vois. Ouais. Notamment en Europe, là cet été, il y a eu le Digital Service Act et Digital Marketing Act qui a été donc une nouvelle loi qui a été promue, où en fait on va demander aux grandes plateformes du numérique, surtout les réseaux sociaux, les grandes plateformes de e-commerce et les moteurs de recherche. En gros, l'idée c'est tout ce qui est illégal hors ligne devrait être illégal en ligne aussi. Et notamment, ils veulent faire la chasse aux dark patterns, dont on avait parlé au début. Donc, je suis vraiment curieuse de comment ils vont y arriver parce que c'est un gros chantier, parce que les dark patterns, justement, ils jouent sur le côté est-ce que c'est de l'incompétence ou est-ce que c'est vraiment de la manipulation, et ça va être difficile de le prouver. Mais comme quoi, en Europe, on se bouge pas mal aussi par rapport à la RGPD, c'est assez positif. Ouais, complètement. Et plus effectivement il y aura d'initiatives comme ça, plus il y aura de menaces de représailles ou de représailles réelles pour des actions, plus ils seront obligés d'anticiper et de faire attention. Ouais. Et donc ça peut peut-être augurer un avenir numérique plus souhaitable, j'espère, et qui nous demande moins d'efforts individuels pour s'autoréguler. Et donc peut-être dans un monde idéal, dans quelques années, on n'aura plus besoin ni de Digiboom ni de supposé tant elle. Ouais, ça serait bien. En attendant, il y a du boulot, donc. Mais tu sais, il y a tout un marché hyper lucratif qui se développe à côté sur les digital detox, les choses comme ça. Donc il y a de plus en plus d'apps de blocking aussi. Il y en a des très chouettes, mais comme quoi, c'est aussi un marché. Il y a beaucoup d'influenceurs productivité sur YouTube, si on regarde. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc pour le côté des jeunes, je pense que c'est vraiment important de développer tout ce qui est esprit critique de façon générale, aussi par l'éducation aux médias dans les écoles. Et pour les adultes, pour le moment, c'est ce que je fais. Voilà, j'interviens soit auprès d'entreprises, soit avec des particuliers qui en ont besoin. Et pour les personnes qui sont vraiment dans des cas graves, médicaux, à ce moment-là, ils peuvent plutôt s'orienter vers des professionnels de santé, des psychologues, etc., des addictologues. Ouais, complètement. C'est important de le rappeler. Effectivement, il y a un stade où ça devient trop, c'est trop problématique, ça a trop d'impact négatif sur notre vie personnelle. Et là, il vaut mieux consulter. Effectivement, ça peut devenir un vrai problème de santé. Et c'est important de s'entourer de spécialistes, complètement.
à minima le médecin généraliste qui pourra aussi vous réorienter vers les spécialistes adéquats. J'en profite pour te donner un peu d'espace pour faire ta promo, si tu veux un peu plus nous parler de DigiBloom, de qui est-ce que tu peux aider et qui peut te contacter pour avoir un suivi et un coaching avec toi. Tout d'abord, si vous voulez bénéficier un petit peu des connaissances DigiBloom, j'ai une newsletter.digibloom.net. Et du coup, j'essaie de parler de déconnexion, de notre rapport aux écrans en partant de mon expérience perso, en étant un peu dans l'humour et la bienveillance. J'essaie de pas être trop sérieuse quand même parce que on a trop de newsletters, donc autant qu'elles soient sympas. Et à côté de ça, j'ai mon Instagram aussi, @digibloom. Et sinon, je propose des ateliers et des coachings que vous pouvez trouver directement sur mon site, donc digibloom.net, qui sont ouverts à toutes les personnes qui se sentent concernées en réalité, en situation de télétravail ou entrepreneurs par exemple. Ok, super, très bien. Tout sera en description et je conseille particulièrement ta newsletter pour ceux qui sont intéressés par le sujet parce que je trouve, comme tu disais, qu'elle est très agréable à lire, assez légère et fluide et c'est vraiment un chouette format. Merci. Est-ce que tu as un challenge à proposer à nos auditeurs pour qu'ils ressortent de cet épisode, de cette écoute en mettant quelque chose de concret en place ? Alors, le challenge que j'aimerais vous donner, c'est d'essayer de retarder le moment où vous regardez votre smartphone le matin. Okay. Comme on disait, pas juste supprimer une habitude et ne rien avoir derrière, mais essayer de vous trouver une activité qui vous donnera envie de sortir du lit, qui n'est pas le smartphone. Donc ça peut être, faire votre meilleur cappuccino, écouter de la musique en dansant, lire une bande dessinée, appeler un pote, un truc qui vous donnera envie de sortir du lit qui n'est pas le smartphone. Super, trouver quelque chose qu'on aime tellement faire et qui nous donne tellement envie de sortir du lit qu'on a envie d'en faire sa nouvelle habitude, quoi. Ouais. Super, j'adore ce challenge, il est parfait. Merci beaucoup Marguerite pour tous tes éclairages sur cet épisode sur les habitudes. Et puis voilà, j'invite les auditeurs à te retrouver sur les liens que tu as donnés. Et voilà, et à la prochaine peut-être. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté notre échange avec Marguerite de DigiBloom. Je vous incite vraiment à aller suivre sa newsletter et regarder toutes les informations qui sont en description pour suivre son travail. Mais c'est vraiment un super échange que j'ai beaucoup aimé, très efficace, très concret et je sais pas pour vous, mais assez motivant. Et vous le verrez, ça va faire le lien avec l'épisode la capsule solo qui va sortir dimanche. C'était pas du tout voulu, cette capsule est prête depuis déjà 2 mois. Mais finalement, ça fait vraiment le lien et ça vous fait un combo complet pour vous lancer dans de nouvelles habitudes, dans la reprise en main, dans le fait de repenser votre quotidien avec moins de numérique, moins d'écran. Donc je vous incite vraiment à aller écouter cette capsule solo si cet épisode vous a parlé et à le partager autour de vous comme d'habitude. Merci encore d'avoir écouté cet épisode. La saison 2 du podcast Et si tu posais ton tel, je le rappelle, c'est un rendez-vous tous les premiers mercredis du mois pour un épisode avec un expert et un rendez-vous tous les premiers dimanches du mois pour une capsule solo plus spontanée et plus courte, juste entre vous et moi. Je vous dis à bientôt et en attendant, bonne déconnexion!